Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être ici auprès de Peuple et Culture, qui a 80 ans, vous imaginez ça. Et dans cette belle salle, merci Alice, parce que c'est vraiment la salle. La salle est magnifique. Rien que pour ça, c'est un plaisir de venir. Mais j'espère que ça ne sera pas l'unique intérêt de ça. Mais on a déjà gagné sa journée en venant dans cette belle salle. Alors, peut-être qu'on va brancher le truc. Si tu peux. Comme ça va aider. Si ça marche. Ça marche? Oui. Ok. Alors, bon, pour un peu introduire les débats, on a négocié avec Peuple et Culture et on a déterminé 3 axes qui semblaient importants à aborder. Et donc, je vais vous commenter très simplement, c'est une introduction, ces 3 axes problématiques. Après, ce long parcours historique, quand même, qui est celui de Peuple et Culture, 45, naissance en 45, c'est quand même une très longue histoire et je vais faire des petits retours en arrière. Mais je voudrais donc partir du premier axe qui est en fait un axe qui précède 45, qui concerne en fait ce qui s'est passé dans la culture moderne après, grosso modo, la Révolution française et qui est très important pour comprendre notre rapport à la culture, le modernisme et la critique artiste. Il me semble que c'est très important de rappeler ces coordonnées-là. On va un peu tourner autour de ça, et puis je passerai aux 2 menaces qui pèsent sur l'autonomie de la culture, sur la critique artiste, à savoir d'une part une menace socio-économique, disons, c'est la menace du consumérisme, qui est devenu absolument tentaculaire, qui menace profondément l'inventivité culturelle, et d'autre part, les transformations du champ sociopolitique, spécialement au cours, je dirais, pour prendre un repère français, au cours des 25 dernières années. Donc, alors, on commence. Émergence du modernisme culturel. Juste vous rappeler, évidemment vous le savez, mais juste vous rappeler, que la modernité culturelle se définit par une critique de l'art antérieur et de la culture antérieure qui était à dominante évidemment religieuse et traditionnelle. Tout le processus culturel, pendant 2 siècles quand même, et même plus que 2 siècles, de la modernité, a été une lente, difficile et problématique déconstruction d'un rapport à la culture qui avait été formaté par la tradition et par la religion. Dans ce processus apparaît très vite, dès le début du XIXe siècle, une nouvelle figure, qui n'est pas du tout éternelle en fait, c'est la figure de l'artiste. L'artiste du XIXe qui apparaît, je ne sais pas, en France, on peut citer Victor Hugo, Musset, si vous voulez, tous les romantiques. On peut citer Nerval, Baudelaire, surtout Baudelaire. L'artiste n'est pas un artisan. L'art se définissait dans la société traditionnelle par l'artisanat. C'était un métier. C'était un métier d'être peintre, c'était un métier d'être sculpteur. Et il ne s'agissait pas, de façon dominante, dans la société traditionnelle, d'exprimer sa singularité ou une vision du monde particulière, singulière, comme va le faire Baudelaire, par exemple. Donc, on voit apparaître cette figure de l'artiste qui va devenir en fait emblématique de la culture moderne comme telle, qui est associée à un culte de la vocation tout à fait séculière, mais quand même vocation. Ça pose d'ailleurs quelques problèmes. Comment est-ce qu'on a une vocation s'il n'y a pas quelqu'un qui vous appelle, qui vous donne la vocation,
Ils ont une vocation particulière, ces artistes, qui d'ailleurs les pousse à la pauvreté, à la marginalité. Et toute l'histoire de la modernité culturelle a été, dans un premier temps, une histoire de milieux marginaux. Attention, pas populaires. Justement pas populaires, mais marginaux, sûrement. On tirait le diable par la queue quand on était un artiste romantique. Et je ne parle pas de ceux qui ont réussi, surtout les autres. Surtout les autres. Donc, quand on est d'avant-garde, quand on fait partie de cette fameuse bohème dont on fait aujourd'hui des cartes postales pour Paris. Donc, la vocation individuelle, être animé par la vocation, et être artiste est devenu une figure de la liberté, pour nous, aussi importante que celle de la citoyenneté ou celle de la propriété. La propriété, c'est la liberté économique. La citoyenneté, c'est la liberté politique. Être un artiste et faire de sa vie une œuvre d'art, belle formule, elle est de Baudelaire, va devenir le symbole par excellence de la liberté moderne. Bon. Ce modernisme, alors ce qui est très important, c'est que ce modernisme va progressivement devenir déconstructeur et même self-destructive, et même autodestructeur. Non seulement il s'agit de démolir toutes les formes d'autres cultures, y compris d'ailleurs populaires, ou aristocratiques, ou industrielles, etc. Mais il s'agit aussi de se critiquer sans cesse, et c'est le mouvement des avant-gardes qui commence le Salon des Refusés. Salon des Refusés. Donc vous avez un mouvement de déconstruction qui est associé à un mouvement d'invention de codes, de nouvelles manières de parler, mais ce qui est très important et ce qui va devenir de plus en plus important, c'est que ça porte une critique tout à fait spécifique qui est irréductible à la critique socio-économique. La critique socio-économique, celle qui est portée par les mouvements socialistes, au moment de l'industrialisation, qui critique l'inégalité sociale, qui critique le paupérisme, qui critique l'aliénation même du travail. Donc tout ça existe, c'est du socio-économique. Mais à côté de ça, vous avez dans ces milieux relativement marginaux, même très marginaux, pas relativement, très marginaux, vous avez une critique, une déconstruction culturelle, c'est-à-dire une déconstruction des codes. Et on s'aperçoit progressivement qu'on peut très bien se libérer socio-économiquement sans se libérer socio-culturellement. C'est tout à fait possible. Ce sont deux registres de la liberté qui sont différents. Celles qui ont le mieux compris ça, je vais vous dire, c'est les féministes. Les féministes ont parfaitement compris, et ça va revenir sans cesse dans le mouvement féministe, que ce n'est pas en gagnant uniquement l'indépendance socio-économique qu'on libère une femme. Bien sûr que non. Elle peut se retrouver toute indépendante socio-économiquement, ayant un emploi, pouvant survivre. Elle peut se retrouver en état de profonde aliénation socio-culturelle en raison des codes, des codes culturels de la féminité qui entraînent une forme d'aliénation. Donc, si vous voulez, dans l'expérience de l'art moderne des constructeurs, apparaît une possibilité de critique que n'absorbait pas, en fait, la critique sociale, socio-économique, qui était évidemment, à ce moment-là, très très importante et qui mobilisait les milieux populaires, justement. Il faut dire que ce modernisme est resté un modernisme d'élite. Il s'agissait de jeunes gens, d'ailleurs d'habitude issus de milieux riches ou bourgeois, qui rejetaient
l'héritage paternel, un grand fracas parfois, en voulant devenir fils de ses œuvres, on veut devenir fils de ses œuvres plutôt que fils de ses parents. Donc, si vous voulez, c'était une petite élite, et cette culture s'est développée de manière très, très éloignée du monde populaire, jusque dans les années 40. Jusque dans les années 40. Donc, vous avez là une émergence. Et maintenant, j'en viens à Peuple et Culture. 45 commence une période historique, ça va durer 25-30 ans, au fond de réappropriation par la société du geste des constructeurs et du geste critique qui a été porté par l'élite artiste. Nathalie Henich aime bien parler de l'élite artiste. On va se réapproprier cela. Et on va se réapproprier cela au niveau de l'État. C'est Malraux. Et puis les gestionnaires de l'État qui se rendent compte qu'on a quand même laissé passer, avec l'académisme officiel, des tonnes d'œuvres qui n'ont pas abouti dans les musées nationaux. Et donc c'est Malraux qui commence sa politique, grand ami de Picasso, justement, qui connaît l'avant-garde, qui l'apprécie. Ça, c'est un aspect des choses, c'est l'aspect étatique. Mais il y a aussi des acteurs dans le monde, je dirais, progressiste, des associations, comme Peuple et Culture, comme Jean Vilar, qui vont progressivement se réapproprier cet héritage. Dans mon pays, le même processus en Belgique, le même processus a lieu, et c'est ce processus qui aboutit en fait à ce dont on a parlé ce matin, à savoir le décret éducation permanente 1973. C'est la fin d'un processus, en fait, de transformation et de réappropriation culturelle. Il faut garder ça à l'esprit, parce que là se forment des idéaux culturels dont la teneur continue à être extrêmement importante. Ce sont des idéaux d'autonomie culturelle, ce sont des idéaux de liberté culturelle, ce sont des idéaux de déconstruction, de transformation de soi par l'art, par la culture, et cela n'est pas exactement la même chose que l'émancipation socio-économique. Maintenant, cette transformation, donc vous avez deux moments, avant 1945 et puis après 1945, va se heurter à un processus tout à fait externe, tout à fait indépendant de ce dont je viens de parler, à savoir le développement d'un capitalisme que j'appellerais culturel. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est ceci. Alors que dans la société industrielle classique, le modernisme, la déconstruction, se développe en dehors du monde socio-économique. Ils en ont, les romantiques, Victor Hugo, Picasso, ils n'en ont rien à cirer du développement économique. Ils ne s'en préoccupent pas. Ils ne s'en préoccupent pas du tout. Ils sont dans la sphère de l'art pour l'art. Ils sont dans la sphère d'une espèce de progressisme culturel très, très préservé. Ce qui se passe dans les années 20-30, c'est quelque chose d'un peu différent. On voit apparaître quand même une industrie culturelle de masse qui est portée par les nouveaux médias. Je dis nouveau, l'imprimerie, ce n'est pas tout à fait nouveau. Ce qui est nouveau dans l'imprimerie, c'est qu'on tire à très grand tirage. On ne tire pas 6 000 exemplaires, on tire 200 000 exemplaires, 500 000 exemplaires. Donc, une production d'imprimerie, la radio, fondamentale. Est-ce qu'on peut imaginer la Seconde Guerre mondiale sans la radio? Vous pouvez imaginer Hitler sans la radio? De Gaulle sans la radio? Donc, transformation, la radio, la télévision,
bien sûr, elle commence dans les années 40 aux États-Unis, elle se répand comme une traînée de poudre. Et donc, ce développement médiatique se couple au développement du crédit à la consommation. Alors ça, c'est nouveau dans le capitalisme, mais totalement nouveau. Hein. On sous-estime toujours ce point, c'est que dans les années 20, c'est Daniel Bell, un sociologue un peu conservateur qui a souligné ça, il était très intelligent, il connaissait bien sa société. Jusque dans les années 20, le crédit à la consommation, ça n'existe pas. Hein. Il faut épargner pour consommer. Pas question d'avoir un crédit pour consommer. Pour consommer. C'était même interdit. Il y avait un crédit, évidemment, à la production, à l'investissement, mais pas à la consommation. Or, dans les années 20, changement de régime, on rentre dans le Fordisme et on accorde du crédit à la consommation. Et du coup, une extraordinaire impulsion est donnée au consumérisme. Le consumérisme, il faut bien voir ce que c'est, ce n'est pas simplement du marché, c'est un modèle culturel. C'est une manière de fabriquer des normes culturelles, de déterminer ce qui est souhaitable et pas souhaitable, désirable, pas désirable, indésirable, ce qui est bon, ce qui est beau, ou supposé beau, ce qui est chic, ce qui est snob. Donc, c'est un formatage culturel extraordinairement puissant, porté par des médias de masse qui sont nouveaux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce formatage? C'est un formatage de dépolitisation de la culture, certainement, puisque c'est un formatage de mercantilisation de la culture, qui fonctionne au conformisme, qui fonctionne notamment à travers le phénomène de la mode. La mode, c'est la démonstration. J'adore parler de la mode à mes étudiants que je donne des cours de sociologie, parce que si vous voulez, c'est le phénomène sociologique par excellence. Et chacun qui se précipite dans le centre commercial croit qu'il va chercher ce qu'il préfère, lui ou elle. Mais non, c'est ce que préfère tout le monde. C'est ça la mode, bien sûr. Donc il y a un phénomène tout simple de mimétisme, de conformisme, et du coup, si vous voulez, ce consumérisme va se servir, alors ça c'est le pire, de la culture moderniste pour vendre sa camelote. Il suffit d'aller dans une parfumerie, hein. Pauvre Picasso, Dali, Modigliani, vous les trouvez sur les étiquettes. C'était la bohème, hein. C'était la bohème. Enfin, quand Picasso, en tout cas, peignait dans le bateau au lavoir, c'était la bohème. Bon. Maintenant, c'est devenu le petit supplément qui fait acheter des parfums qui se ressemblent tous, quand même. Bon. C'est la culture du renouvellement permanent. Il faut changer tout le temps. J'ai appris que Shane venait chez vous, là, à Paris. Formidable, hein. Formidable, c'est changer de vêtements tous les mois, ça. Et c'est tout à fait insoutenable pour la planète. Bon, il en faudrait 6 des planètes. Mais en même temps, ça fait vendre. Et ça construit le goût du consommateur. Bon, manifestement, en tout cas, les Parisiens, une partie des Parisiens sont ravis. Bon. Donc, narcissisme individualiste, ça c'est ce que craignaient beaucoup les conservateurs américains. Dans les années 70, ils se rendaient compte de ce qui était en train de se passer. Ils disaient, mais c'est pas possible. On va vers un monde de narcisse. De narcissme, ben oui, on y est. Donc, on est devant un nouveau modèle culturel de consumérisme. D'ailleurs, on peut même distinguer, il y a 2 vagues. Hein. Il y a une vague fordiste de produits standards, et puis il y a une vague qui commence vers 85, 2025, on est en plein dedans,
où en plus de ça, on essaye de vous faire croire que quand vous consommez, vous êtes des individus singuliers. Donc, on développe des petits créneaux. Et si vous voulez, ça correspond, alors, je pourrais développer ça si vous voulez, mais ça correspond à un changement des médias. Les réseaux sociaux modifient quand même fortement la culture consumériste, mais ça reste de la culture consumériste, celle qui a été portée dans les années 60. Ça pose la question pour l'éducation populaire de son positionnement. Je pense qu'elle devient, cette éducation, une éducation anticonsumériste, fondamentalement, réflexive, qui pousse à la participation, à la création, à la qualité, plutôt que la quantité. C'est la seule manière de résister à ce processus qui est en train d'avaler complètement les avant-gardes. D'ailleurs, les avant-gardes sont mortes. Bon. Dernier point. Donc, deuxième axe, c'est ça, c'est le consumérisme. Et puis, troisième point, le rapport avec l'espace politique. Je crois que ce qui caractérise notre contemporanéité, le moment que nous vivons, c'est quand même une transformation de cet espace public et politique. D'abord, nous sommes entrés désormais de plein pied dans un monde médiatique qui échappe à l'ancien monde médiatique. Alors ceux qui sont un peu vieux, comme dans mon genre, se souviennent de l'ORTF. C'est vieux, hein, l'ORTF. Mais c'était quoi l'ORTF? C'était un média rayonnant. C'est-à-dire qu'il y avait un centre d'émission qui était contrôlable. Et qui d'ailleurs qui était contrôlé. Surtout en France. Hein, surtout en France. Le général de Gaulle nommait toujours un ministre de la Culture capable de contrôler l'ORTF, bien sûr. Si vous regardez encore les vieilles images de mai 68, c'est des images de mai 68 avec l'intervention du président de la République et du gouvernement. Tout ça, c'est une mise en scène médiatique orchestrée au ministère de la Culture. Bon. Donc, vous aviez ça, les médias rayonnants, mais on n'est plus du tout dans ce monde-là. Ça a été déconstruit progressivement. On est maintenant dans le monde des réseaux sociaux. On est bien d'accord. Hein, vous êtes tous avec votre GSM en poche. Il n'y a plus d'ORTF. C'est fini. Il n'y a plus qu'une concurrence absolument débridée des chaînes pour l'audience. On ne sait plus très bien distinguer d'ailleurs les chaînes publiques des chaînes privées. Franchement, sur base du contenu, bonne chance pour déterminer la différence. Donc, vous vous trouvez devant un monde médiatique complètement différent et qui porte des pathologies. Ce monde porte des pathologies. Bon, je vais vous les citer, c'est juste food for thought. Hein. Donc, une concentration de moyens de communication aux mains d'éditeurs de presse qui sont des éditeurs capitalistes et qui se cachent derrière la prétendue mise en concurrence de leur propre groupe. Il faut toujours faire attention aux propriétés et aux titres de propriété. C'est pas seulement. 2. Prévalence de l'image et de l'émotion sur le discours. Ça, c'est un très gros problème. C'est que désormais, la politique est devenue émotionnelle. L'image prime sur le propos. Vous le savez bien, vous les Français, vous avez un candidat à la présidentielle dont la caractéristique est que dès qu'il ouvre la bouche, il perd des voix. Mais s'il se tait, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, le Jordan. Donc, c'est le type gendre parfait, enfin. Mais dès qu'il se met à parler, donc la campagne consiste à se taire au maximum. On ne dit rien, on ne sait rien sur son programme économique. On ne sait rien. Est-ce qu'il sera néo-gaulliste, libertarien? Non, on ne sait rien. Bon.
Mais c'est ça l'image, c'est ça la dictature de l'image. Dictature de l'émotion, c'est que lorsque les syndicalistes sont dans la rue et protestent contre une mesure très précise, la seule chose qu'on dit au journal télévisé, c'est « grande colère ». Et donc, vous avez cette affirmation de la colère, de l'émoi, ils ont peur, ils craignent, etc. Tout ce discours émotionnel, de quoi s'agit-il au juste? Quelles sont les mesures? Quelles sont les contre-propositions? Il y en a. On n'en parle pas. Fermeture alors ça c'est bien connu, des communautés digitales sur elles-mêmes. Le Daily, ils appellent ça en Californie. Le mois quotidien, quand vous ouvrez votre computer, comme vous avez présélectionné, vous avez contribué sans le savoir à la sélection des messages qui vous arrivent sur l'écran, tout ce que vous trouvez, c'est tout ce qui vous préoccupe. Le problème, c'est qu'alors, c'est pas si vous voulez, l'écran n'est plus une fenêtre. L'écran, c'est un miroir. C'est le miroir de mes préoccupations, de mes convictions. Dernier point, autonomisation des mass-médias par rapport aux enjeux réels de la vie sociale. C'est les constructions médiatiques de récits ahurissants. Dès qu'il y a un récit à se mettre sous la dent, par exemple un petit jeune qui est poursuivi ou qui peut faire feuilleton, ce récit envahit tout et empêche finalement de rendre compte de la réalité sociale comme telle. Donc, on est devant un espace public numérisé qui est très problématique. Très, très problématique. Et dernier point, et je termine là-dessus, notre champ politique a changé. Alors ça, c'est ma thèse. Bon, je m'avance. J'espère qu'il n'y a pas de politologue dans la salle. Mais enfin, oui, espérons qu'il y en a un peut-être. Notre champ, le clivage fondamental du champ politique a basculé. La politique qui se faisait entre 1945, grosso modo, alors donnons une date repère, 1945, mais même avant, et 1900, alors, pour la France, je dirais 85, date de la première élection de l'entrée du Front National, 86, pardon, date de l'entrée du Front National au Parlement, 86. À ce moment, cette politique était une politique dont le clivage fondamental était socio-économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de questions culturelles, elles étaient subordonnées au clivage socio-économique. Le Parti communiste existait, bien sûr, la droite, et puis il y avait tout le champ entre les deux. Bien, c'était le clivage fondamental. Les aspects culturels étaient très marginaux. Très marginaux. C'est ce qui a permis d'ailleurs une certaine dénationalisation du discours. C'est très paradoxal, mais la période gaulliste a permis de dénationaliser d'une certaine façon. C'est ça qui s'est réalisé. Très, très paradoxal. Il y avait une espèce de garantie nationale au sommet de l'État, mais à part ça, les acteurs ne devaient plus trop s'occuper de la France. Ils pouvaient s'occuper de l'économie, ils pouvaient s'occuper de la sécurité sociale, ils pouvaient s'occuper des groupes professionnels. C'était ça qui faisait la politique. Puis il y a une période de transition dont nous sommes en train de sortir, jusque 2017, et puis 2017, autre repère, quand même, Marine Le Pen est au deuxième tour. Le clivage fondamental de la politique est devenu identitaire. Pas moyen d'en réchapper. Et plus nous avançons, plus ce clivage se marque. Le problème n'est pas les classes populaires contre les riches. Vous voyez bien que les classes populaires se divisent. Il y a celles qui votent pour LFI et il y a ceux qui votent
pour le Rassemblement national, pour le Front national. Comment il s'appelle maintenant ici. Comment c'est Rassemblement, oui, je ne me trompe pas. Oui, oui, Rassemblement qui vote pour le. Donc, le clivage, si vous voulez, c'est entre quoi et quoi? Ben, l'expression du clivage politique, c'est entre les nationalistes, ajoutés, tous les adjectifs que vous voulez, racistes, xénophobes, identitaires, et les multiculturalistes. Des multiculturalistes qui, au contraire, ont une version du peuple absolument hétérogène. Bon, vous avez ces deux pôles. Et ce clivage devient véritablement structurant donc, du champ politique. Vous voyez bien que la droite se divise entre les deux, la droite classique, et la gauche classique aussi. Et la gauche classique aussi. Le Parti socialiste a perdu de son impact parce qu'il appartient à la vieille problématique. Celle qui appartiennent et celle qui a structuré le champ politique et dont Mitterrand a été en quelque sorte à la fois l'acmé et le terme. Donc on se trouve devant une nouvelle problématique qui pénètre beaucoup le champ de l'éducation permanente. Et donc le combat de l'éducation permanente, c'est de se réinventer autour et à l'intérieur de ce clivage. En fait, ne croyez pas que vous allez changer la structuration du champ sociopolitique. On peut s'y insérer. La question, est-ce que nous adhérons ou non à des thèmes universalistes, cosmopolites, non identitaires, en sachant qu'il y a, bien évidemment, une offensive culturelle pour imposer cette nouvelle thématique. Et secondairement aussi, quand même, de continuer à faire exister la problématique socio-économique. Continuer à faire exister la question des inégalités. On ne parle plus, c'est vrai, de questions de classe. Vous pouvez commenter ça longuement, on en a parlé ce matin, que la référence à la classe sociale a disparu à l'intérieur même du mouvement d'éducation populaire et d'éducation permanente, mais les inégalités n'ont pas disparu. Hein. Peut-être que la notion de classe est moins parlante, que, notamment en raison de changements culturels. Je ne peux pas trop insister là-dessus, mais il y a une problématique socio-économique d'inégalité à continuer à porter. Et donc je pense qu'effectivement, c'est en faisant cela que nous serons fidèles à la source de l'éducation populaire. Vous savez, Jaurès disait « La source désapprouve toujours le parcours du fleuve ». J'adore cette phrase. La source désapprouve toujours le parcours du fleuve. Mais peut-être qu'une manière d'éviter une désapprobation totale, c'est de changer et de tenir compte de cette nouvelle conjoncture. Voilà.